Delphine Lefebvre avait 33 ans lorsque son mari lui jeta 14 € en espèces dans les mains et lui dit de ne pas revenir. Roland n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement fait son sac lui-même, l'a accompagné jusqu'à la voiture et lui a acheté un billet de car aller simple pendant que leurs voisins regardaient depuis leur balcon. Il l'a traité d'instable, d'usé, de remplaçable. Ce que Roland ne savait pas, c'est que Delphine avait passé les 6 dernières années à tenir chaque livre de compte de Restauration Lefebvre, l'entreprise dont il s'attribuait tout le mérite de la construction. Il ne savait pas qu'elle avait trouvé le deuxième compte la nuit précédente, celui qui transférait les acomptes des clients vers le bail d'un appartement dans la presqu'île cosigné par sa coordinatrice de chantier. Il lui a tendu un billet de car comme s'il l'effaçait. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher son propre compte à rebours. Delphine n'a rien dit. Elle a juste regardé sa maison disparaître par la fenêtre et a commencé à compter tout ce qu'il avait oublié qu'elle savait. La cuisine sentait le café froid et l'encre d'imprimante. Delphine était assise à table avec ses lunettes de lecture, un bloc-notes jaune à sa gauche et l'ordinateur portable de l'entreprise de Roland ouvert devant elle. L'horloge au-dessus de la cuisinière indiquait 23h07. Dehors, le quartier était calme. À l'intérieur, le seul son était le léger tapotement de ses doigts sur le clavier et le grattement occasionnel de son stylo. Elle rapprochait les factures du projet de la rue de la République, 3 sous-traitants, 2 fournisseurs de matériaux et une taxe de permis qui avait été classée sous le mauvais code de dépense. Elle a trouvé l'erreur en 11 minutes. Elle trouvait toujours les erreurs. C'était son travail. Le dîner avait eu lieu à l'Atelier du Goût, le genre de restaurant avec des serviettes en tissu, pliées en petits pics et des bougies qui laissaient couler de la cire sur les côtés des photophores en verre. Roland portait son blazer gris, celui qui lui donnait un air de magazine. Il avait commandé le saumon et souriait aux clients comme s'il les connaissait depuis toujours. Les clients étaient un mari et une femme, les Martin, qui voulaient une restauration extérieure complète de leur propriété historique dans le quartier Saint-Jean. Un gros contrat du genre à soutenir l'entreprise pendant tout le premier trimestre. Delphine avait fait les recherches sur les exigences de permis. Elle avait appelé la mairie 2 fois, rédigé un résumé de 3 pages et signalé un conflit de zonage qui aurait retardé tout le projet de 6 semaines s'il n'avait pas été traité. Elle a trouvé la solution. Elle a rédigé le texte. Elle l'a remis à Roland le matin avant le dîner dans un simple dossier cartonné, à table M. Martine s'était penchée en avant et avait demandé « Comment avez-vous réussi à anticiper ce problème de zonage ? Notre dernier entrepreneur ne l'avait même pas remarqué. » Roland avait souri. Il avait posé sa fourchette lentement comme il le faisait quand il voulait paraître réfléchi. Honnêtement, dit-il, l'expérience. On apprend à voir au-delà des apparences dans ce métier. Madame Martin avait eu l'air impressionnée. Monsieur Martin avait hoché la tête. Delphine avait pris son verre d'eau et n'avait rien dit. Plus tard dans la voiture, elle s'était dit que cela n'avait pas d'importance. Il était la vitrine de l'entreprise. C'était l'arrangement. Elle gérait les chiffres, les dossiers, les problèmes que personne ne voyait venir. Il gérait la salle. Ça fonctionnait. Elle se disait que ça fonctionnait. De retour à la table de la cuisine, elle a rapproché le dossier de la rue de la République et a écrit une note dans la marge de son bloc-notes. Reclassifier la taxe de permis en frais administratifs. Confirmé avec le reçu de la mairie. Son écriture était petite et régulière. Ça avait toujours été comme ça. Sa mère disait « Delphine écrit comme quelqu'un qui ne gaspille jamais rien ». Elle s'est frotté la nuque et a roulé des épaules. La chaise commençait à lui faire mal. Elle était assise depuis 21 heures. La chose à laquelle elle ne se permettait pas de penser trop longtemps, la chose qui vivait au fond de son esprit comme un bourdonnement sourd qu'elle n'arrivait pas à localiser, c'était le commentaire que Roland avait fait dimanche dernier. Il se préparait pour le barbecue d'anniversaire de son entreprise. Elle avait essayé une robe d'été qu'elle n'avait pas portée depuis l'année précédente. Elle lui allait bien. Elle trouvait qu'elle lui allait bien. Roland l'avait regardée depuis le seuil de la porte et avait dit « Cette robe t'allait mieux avant ». Juste comme ça, d'un ton neutre, comme s'il commentait la météo. Elle avait mis un pantalon et un chemisier et n'en avait plus parlé. Elle n'allait pas être le genre de femme qui a besoin d'être rassurée à propos d'une robe. Elle avait 33 ans. Elle avait passé cet âge. Mais parfois, quand elle était fatiguée comme ce soir, le commentaire refaisait surface. Et derrière lui venait l'autre chose, le deuil silencieux qu'elle n'avait jamais vraiment nommé à voix haute, la fausse couche 2 ans auparavant. La façon dont Roland était retourné au travail le lendemain, la façon dont son corps était devenu un lieu en lequel elle n'avait plus confiance, la façon dont il avait commencé à la regarder différemment après ça. Ou peut-être qu'elle avait seulement commencé à le remarquer à ce moment-là. Elle a fermé le dossier. Elle a enlevé ses lunettes et a pressé 2 doigts sur l'arête de son nez. « Tu es fatigué, se dit-elle. C'est tout ce que c'est. » La porte d'entrée s'est ouverte à 23h42. Roland est entré sans appeler.
Il a posé ses clés sur la table d'appoint près de la porte. Elle a entendu le tintement familier et a traversé le salon pour entrer dans la cuisine. Il portait encore ses vêtements de travail, mais son col était ouvert et sa veste pliée sur son bras d'une manière qui semblait délibérée, comme s'il l'avait fait dans la voiture avant d'entrer. « Tu es encore debout ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Les factures de la rue de la République » a-t-elle répondu. Il a hoché la tête comme si elle lui avait dit quelque chose sans importance. Il a posé son ordinateur portable d'entreprise sur le comptoir, s'est versé un verre d'eau et a dit qu'il allait prendre une douche. Puis il a descendu le couloir. Elle a entendu la porte de la salle de bain se fermer. Les tuyaux ont cogné une fois lorsque l'eau s'est mise à couler. Delphine a remis ses lunettes. Elle a attrapé le bloc-notes, mais ses yeux ont dérivé vers le comptoir, vers l'ordinateur portable de Roland, où l'écran n'était pas encore en veille. Un tableur était ouvert avec des en-têtes de colonnes, des rangées de chiffres. Elle a reconnu le format. Elle avait créé le modèle elle-même il y a 2 ans, mais le nom du compte dans la cellule supérieure n'était pas un qu'elle reconnaissait. Ce n'était pas un qu'elle avait jamais créé. La douche coulait toujours. Delphine n'a pas bougé tout de suite. Elle est restée assise à la table de la cuisine, lunettes sur le nez, stylo à la main, et a regardé l'écran de l'ordinateur de l'autre côté de la pièce. Le nom du compte était là dans la cellule supérieure, silencieux et petit, comme si de rien n'était. Mais elle savait ce que c'était. Elle avait passé 6 ans comme expert comptable avant de quitter son cabinet pour gérer les comptes de Roland à plein temps. Elle avait trouvé de l'argent caché dans des endroits où les gens ne pensaient pas à chercher. Dans des erreurs d'arrondi de paye des crédits fournisseurs, des frais de transport mal codés, qui s'élevaient à 40 000 € sur 2 ans. Elle savait à quoi ressemblait un compte propre et elle sentait quand un compte était caché. Celui-ci sentait le compte caché. Elle s'est levée lentement, a traversé la cuisine en chaussettes et s'est assise sur le tabouret de bar devant le comptoir. Elle a incliné l'écran vers elle. Le compte s'appelait RL Logistique Réserve. Il n'y avait aucun dossier fournisseur sous ce nom, aucun dépôt à la mairie, aucun contrat qu'elle ait jamais traité. Les en-têtes de colonne correspondaient à son propre modèle. Elle pouvait voir les os de son propre travail en dessous. Mais les entrées étaient fausses. Des acomptes de clients qu'elle reconnaissait de projets actifs avaient été divisés. Une partie allait sur le compte d'exploitation principal comme il se doit, mais une tranche, parfois 8%, parfois 12%, jamais le même chiffre 2 fois, avait été redirigée ici. RL Logistique Réserve. Roland n'en savait pas assez sur la comptabilité pour construire quelque chose comme ça. Il savait à peine comment utiliser un tableau croisé dynamique. Quelqu'un l'avait aidé. Elle a cliqué sur l'historique des transactions. La première entrée datait de 14 mois. Elle a fait le calcul mentalement sans le vouloir. Il y a 14 mois, elle s'occupait de l'opération de la hanche de sa mère et avait été moins présente dans les comptes pendant près de 6 semaines. 6 semaines, c'est tout ce qu'il avait fallu. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a continué à faire défiler. Des frais d'hôtel apparaissaient comme de la location de matériel de chantier. Il y en avait 4 tous dans le centre-ville, tous des jeudis soirs. Elle a reconnu 2 des noms d'hôtels. Les 2 autres étaient plus chics que tout ce que Roland avait jamais déclaré en frais professionnels. Il y avait un reçu de bijouterie joint à un document scanné dans le dossier. Elle l'a ouvert. Un bracelet N-Or avec un petit fermoir en diamant, 412 €. Le reçu était adressé à un email personnel qu'elle ne reconnaissait pas, un compte qu'elle n'avait jamais vu sur aucun document de l'entreprise. Elle ne s'est pas laissée envahir par l'émotion. Pas encore. Elle a mis ce sentiment de côté, comme elle mettait de côté les erreurs de facturation signalées, notées à traiter, une fois que l'image complète serait claire. Elle a continué à cliquer. La demande de bail de l'appartement était enfouie dans un sous-dossier intitulé « Docs Assurance 2023 ». Elle l'a presque manqué, mais elle avait construit ses dossiers elle-même, et elle savait tout ce qui devait s'y trouver, ce qui signifiait qu'elle savait tout ce qui ne devait pas s'y trouver. Elle l'a ouvert. 2 signatures en bas de la demande, celle de Roland, et en dessous nette et confiante, Vanessa Colline. Delphine avait rencontré Vanessa 2 fois, une fois à la fête de fin d'année de l'entreprise, et une fois lors d'une visite de chantier au printemps. Vanessa coordonnait les plannings des sous-traitants et gérait la logistique du site. Elle était organisée, rapide avec les chiffres. Roland l'avait embauchée il y a 18 mois et l'avait qualifiée de perle rare. Une perle rare. Delphine a ouvert le sous-dossier des permis. Les faux documents n'étaient pas difficiles à repérer, pas pour quelqu'un qui en avait déposé de légitimes pendant des années. Le formatage était légèrement différent sur 3 permis. Marge incorrecte, la séquence du code de la ville dans le désordre d'une manière que la vraie mairie ne faisait jamais. Mais ce qui a attiré son œil, ce sont les initiales en bas à droite. Chaque vrai permis qu'elle avait déposé portait ses propres initiales DL, selon le système de suivi interne qu'elle avait mis en place elle-même. Ces 3 permis portaient les initiales VC. Vanessa n'avait pas seulement été dans le lit de Roland, elle avait été dans les comptes.
Delphine était restée immobile un instant. Le réfrigérateur bourdonnait. La douche continuait de couler à l'étage. Puis elle a attrapé son téléphone. Elle a travaillé rapidement et sans bruit comme elle faisait tout. Elle a photographié chaque écran avec des mains stables, le résumé du compte écran, l'historique des transactions, les frais d'hôtel, le reçu de la bijouterie, la demande de bail de l'appartement, les faux permis. Elle a parcouru chaque onglet de la même manière qu'elle parcourait un audit, méthodiquement, complètement, ne laissant rien au hasard. Lorsqu'elle a photographié la demande de bail, elle s'est assurée que les 2 signatures étaient dans le cadre. Elle a vérifié chaque photo avant de passer à la suivante. Claire, nette, lisible, assez bonne pour un avocat, assez bonne pour une commission de discipline, assez bonne pour un enquêteur antifraude, si jamais cela devait en arriver là. Quand elle a eu fini, elle a fermé chaque onglet dans le même ordre où elle les avait ouverts, jusqu'à ce que le tableur s'affiche à l'écran exactement comme il était quand elle s'était approchée. RL Logistique réserve intacte, comme si elle n'avait jamais été là. Elle s'est levée et retournée à la table de la cuisine, s'est assise et a repris son stylo. À l'étage, la douche s'est tue. Un instant plus tard, elle a entendu le bruit sourd de la porte de la salle de bain, puis le grincement du plancher du couloir. Puis le bruit de pas lents et sans hâte se dirigeant vers le haut de l'escalier. Roland est descendu en t-shirt gris et pantalon de jogging, les cheveux humides, le téléphone à la main. Il ne l'a pas regardé. Il est allé directement au comptoir, a pris l'ordinateur portable et l'a apporté à la table de la cuisine. Delphine a continué à faire bouger son stylo. Elle recoupait une facture de matériaux avec un paiement d'entrepreneur, le même travail qu'elle faisait avant minuit. Ses lunettes étaient toujours sur son nez. Son café était froid. Elle l'a entendu cliquer sur quelque chose, puis s'arrêter, cliquer, à nouveau s'arrêter. Le silence dans la cuisine a changé. Il a pris un poids différent. Tu as fouillé dans l'ordinateur. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a d'abord terminé la ligne qu'elle écrivait. « Je travaillais », a-t-elle dit. « Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Sa voix était plate. « Tu es allé dans mes dossiers. » Elle a levé les yeux vers lui. Il se tenait à la table, l'ordinateur portable ouvert devant lui, la mâchoire serrée. Il y avait quelque chose derrière ses yeux qu'elle avait déjà vu. Pas de la culpabilité, mais la panique qui précède le moment où un homme sans bonne explication décide de se construire un mur de colère à la place. « Tes dossiers », dit-elle calmement dans l'ordinateur de l'entreprise que j'ai configuré. « Ne fais pas ça », a-t-il pointé du doigt vers elle. « Ne jouez pas à la maline avec moi, Delphine. » Roland tufouinait. Il a dit le mot comme s'il avait un goût amer. Tu fouillais dans des choses qui ne te regardent pas. Elle a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. Les comptes de l'entreprise me regardent. Ils m'ont toujours regardé. Plus maintenant. Il a fermé l'ordinateur portable. J'envisageais de faire appel à quelqu'un avec un regard neuf, quelqu'un dont les initiales sont Vici. La pièce est devenue très silencieuse. Le visage de Roland a changé. La panique l'a traversé rapidement et est ressortie de l'autre côté sous une forme plus laide. Il s'est redressé. Son menton s'est avancé. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« D'accord, a-t-elle dit. Tu n'as rien trouvé. Tu ne comprends pas ce que tu regardes. »« D'accord, Roland. Arrête de dire ça. » Il a frappé la table de sa main à plat et le son a craqué dans la cuisine comme une branche qui se brise. « Tu t'es crois si intelligente. Tu as toujours pensé que tu étais beaucoup plus intelligente que moi. C'est le problème depuis le début. C'est pour ça que ce mariage en est là. » Delphine n'a rien dit. Elle l'a regardé fixement. « Tu t'es laissé aller, a-t-il dit. » Sa voix abaissée est devenue plus calme, et c'était pire. « Tu es absente depuis 2 ans depuis. » Il s'est arrêté puis a continué quand même. « J'ai essayé, j'ai été patient avec toi, mais tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Tu es juste. Tu es usée, Delphine, épuisée. Et je mérite mieux qu'une femme qui reste dans ma cuisine à minuit à jouer les détectives au lieu d'être une épouse. » Elle a ramassé son stylo sur la table. Elle l'a posé sur le dossier des factures. Elle a aligné le bord du dossier avec le bord de la table. « Tu as fini ?» a-t-elle demandé. « J'en ai fini avec toi » a-t-il dit. « Je veux que tu quittes cette maison. » Il a dit cela comme s'il l'avait déjà prévu. C'est ce qui l'a le plus éclairé. Il est monté et est redescendu 12 minutes plus tard avec son sac de voyage. Elle l'avait regardé partir et n'avait pas bougé de sa chaise, n'était pas allée à la fenêtre, n'avait rien fait d'autre que de s'asseoir les mains croisées sur la table et son téléphone dans la poche de son cardigan solide et chaud avec toutes les photos encore dessus. Il avait fait le sac lui-même. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il a ouvert son sac à main, a pris son portefeuille et a retiré les cartes de crédit, la carte commune, la carte d'entreprise, et les a posées sur le comptoir, comme si c'était un des reçus qu'il classait. Il a fouillé dans sa propre poche et a posé ce qu'il avait. Un billet de 10 et 4 d'1 euro. Il les a lissés avec la paume de sa main. « Il y a une gare routière à 12 minutes d'ici, a-t-il dit. Je t'y conduis. Ta tante est à Belleville. C'est à 3 heures de route. Tu te débrouilleras à partir de là.
Elle s'est levée. Elle a ramassé les 14 euros. Elle les a pliés une fois et les a mis dans la poche de son cardigan à côté de son téléphone. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas pleuré. Elle a pris son sac à main avec le portefeuille vidé et s'est dirigée vers la porte d'entrée qu'elle a ouverte elle-même. Dehors, l'air du matin était frais et humide. Le voisin d'en face, Monsieur Vance, était à sa boîte aux lettres. Il a levé les yeux. 2 maisons plus loin, une femme qui promenait son chien a ralenti jusqu'à presque s'arrêter. Roland est sorti derrière elle avec le sac, l'a jeté sur la banquette arrière de sa voiture sans un mot et est monté. Delphine s'est dirigée vers le côté passager, est montée et a fermé la porte. Elle n'a pas regardé la maison. Il n'y avait aucune raison de le faire. La gare routière sentait le produit de nettoyage et le café rassis. Roland a acheté le billet au guichet sans lui parler. Il le lui a tendu et est parti avant même que le reçu ne soit imprimé. Elle a trouvé sa place dans le car côté fenêtre 3e rangée, à partir de l'arrière a posé le sac à ses pieds et a croisé les mains sur ses genoux. Le car a démarré lentement. La rue à l'extérieur a défilé en un flou, puis le quartier, puis brièvement le coin de la route d'Aludren où se trouvait la maison derrière son chêne. Puis elle a disparu. Delphine a regardé droit devant elle. Ses mains étaient immobiles, sa respiration était régulière. 14 euros et un billet de car. Elle a pensé aux photos sur son téléphone. Toutes les 41 nettes claires et exactement ce qu'elles étaient. Elle a pensé au résumé du compte écran, aux frais d'hôtel, au reçu de la bijouterie, au bail de l'appartement, avec 2 signatures en bas au faux permis, avec les mauvaises initiales dans le coin. Elle a pensé aux 6 années qu'elle avait données à une entreprise dont le nom n'était pas le sien, aux 14 mois où l'argent s'était écoulé pendant qu'elle changeait les pansements de sa mère et faisait confiance aux livres de compte pour se tenir à jour eux-mêmes. Elle ne se sentait pas brisée. Elle se sentait pour la première fois depuis longtemps complètement lucide. La maison de sa tante sentait le cèdre et les vieux livres. Mireille Lambert avait 71 ans et n'avait jamais posé une question dont elle ne connaissait pas déjà la réponse. Elle a ouvert la porte, a regardé Delphine, a regardé le sac de voyage et a dit « Tu as mangé ?»« Non, ma tante. »« Entre alors. » Elle a servi à Delphine de la soupe et du pain de campagne et n'a rien demandé d'autre. Elle l'a juste laissé s'asseoir à la petite table de la cuisine sous la lampe jaune pendant que la soirée s'installait autour de la maison. Quand Delphine a repoussé son bol et a dit qu'elle devait passer un appel, Mireille a hoché la tête une fois, est allée dans sa chambre et a fermé la porte. C'est pour ça que Delphine l'avait toujours aimée. Elle s'est assise sur le bord du lit d'amis étroit, toujours dans son cardigan, et a composé un numéro. Sophie a répondu à la 2e sonnerie. « Et je pensais justement à toi. Comment va le… » « J'ai besoin que tu m'écoutes, » a dit Delphine. Une pause, juste une courte. C'était la manière de Sophie de se recentrer. « D'accord, je t'écoute. » Delphine lui a tout raconté, non pas à la hâte, non pas en morceaux, mais dans l'ordre comme elle avait toujours travaillé en construisant à partir des fondations. L'ordinateur portable, le nom du compte, le fond écran qui siphonnait les acomptes des clients, les frais d'hôtel, le reçu de la bijouterie, le bail de l'appartement, les initiales de Vanessa Colline sur les faux permis, puis le visage de Roland à la table de la cuisine ce matin-là, les 14 euros la gare routière. Quand elle a terminé la ligne, est restée silencieuse un moment. « Il t'a conduite à la gare routière lui-même », a dit Sophie. « Oui, et il est parti avant que le reçu ne soit imprimé. » « Oui. » Une autre pause. Delphine pouvait entendre Sophie respirer lentement comme elle le faisait quand elle réfléchissait intensément et s'empêchait de dire la première chose qui lui venait à l'esprit. « Envoie-moi les photos, a dit Sophie. Toutes. Maintenant pendant qu'on est au téléphone. » Delphine a éloigné le téléphone de son oreille et a ouvert ses photos. 41 images nettes et claires. Elle les a envoyées en un seul lot et a remis le téléphone à son oreille. Elle a entendu le léger carillon du côté de Sophie, puis elle a attendu. Il a fallu environ 4 minutes à Sophie pour toutes les parcourir. Delphine est restée assise sur le lit d'amis et a écouté le silence occasionnel, le léger tapotement d'un doigt qui faisait défiler. Delphine. La voix de Sophie était différente maintenant, prudente comme on le devient face à quelque chose de vraiment lourd de conséquences. Ce compte écran, les dépôts qui traversent les régions, ce n'est pas juste un problème d'actifs de divorce. C'est une escroquerie à grande échelle. Le vol d'acompte de clients avec des transferts d'argent complexes, ça touche au pénal. Delphine le savait, mais l'entendre dire à voix haute par quelqu'un d'autre, ça avait un impact différent. « La trace écrite est-elle solide ?» a demandé Sophie. « Assez solide pour qu'il panique quand il a réalisé que je l'avais vu », a dit Delphine. « C'est la meilleure réponse que tu pouvais me donner. » Sophie a encore fait une pause. « Maintenant, ton rôle dans l'entreprise, que peux-tu documenter? Ton propre travail, ta contribution financière, tes réalisations. J'ai 6 ans de comptes rapprochés des archives de factures, des registres de paye que j'ai créés de toutes pièces, le système de dépôt de permis que j'ai conçu. » Delphine a réfléchi un instant.
J'ai des emails où Roland a transféré mon travail à des clients sous son propre nom. J'ai les documents originaux de création de l'entreprise où je suis répertorié comme associé gérante. Il a essayé de modifier ça il y a 2 ans, mais j'ai toujours le document original. Sophie a poussé un son bas et définitif. Il n'a jamais réussi à te faire retirer du statut d'associé gérante. Il a essayé. J'ai trouvé les papiers. Je ne les ai pas signés. Bien sûr que non. Il y avait de la chaleur dans la voix de Sophie maintenant sous la précision. Delphine, tu as une véritable légitimité juridique ici plus qu'il ne l'a jamais imaginé. Le tribunal ne va pas voir une épouse qui a été mise à la porte. Ils vont voir une associée gérante qui a été expulsée de force d'une entreprise gérée conjointement. Delphine a pressé son pouce contre le bord de la coque de son téléphone. Qu'as-tu trouvé d'autre? Je cherche encore. Le bruit de tapotement à nouveau plus rapide maintenant. Donne-moi 1 minute. Elle lui en a donné 2. D'accord. La voix de Sophie a changé plus basse comme si elle lisait quelque chose attentivement avant de parler. Delphine, je regarde les antécédents de Roland via le registre d'état civil. Il a été marié avant à une femme nommée Claire Andris, mariage célébré à Toulouse en 2009. Je savais pour Claire, a dit Delphine. Il a dit que c'était annulé. Ce n'était pas annulé, a dit Sophie. C'était une procédure de dissolution standard, et le jugement final n'a été signé qu'en mars 2014. Delphine est restée silencieuse. Toi et Roland vous êtes mariés en octobre 2013, a dit Sophie. La chambre d'amis était très silencieuse. L'odeur de cèdre l'enveloppait. La lumière jaune de la lampe de la cuisine créait une fine ligne sous la porte fermée. Donc pendant les 5 premiers mois de notre mariage, a dit Delphine lentement, il était toujours légalement marié à quelqu'un d'autre. Sophie a laissé cela en suspens un instant. Il était si confiant en te jetant dehors parce qu'il savait qu'il avait une solution de repli. Il n'a jamais cru que le mariage te protégeait entièrement. Delphine a expiré longuement et lentement. Elle n'était pas surprise. C'était le pire. Elle n'était pas du tout surprise. Je ne veux pas agir vite, a-t-elle finalement dit. Je ne veux pas faire de bruit. Je veux construire ça correctement. C'est exactement ce que nous allons faire, a dit Sophie. J'ai besoin de quelques jours, a dit Delphine. Et puis je dois passer un coup de fil à un vieil ami de la famille. Il possède des biens immobiliers dans la ville. Je pense qu'il pourrait être pertinent dans tout ça. Qui est-ce? Quelqu'un dont Roland n'a jamais pris la peine de se souvenir, a dit Delphine, ce qui signifie que Roland ne sait pas qu'il doit s'en inquiéter. Thierry Garnier vivait dans une étroite maison en briques de la rue de la Croix-Rousse, à 3 rues du quartier des Arts. Le quartier changeait vite. De nouveaux cafés coincés entre de vieux garages. Des peintures murales sur le contreplaqué qui recouvraient autrefois les fenêtres cassées. C'était le genre de changement qui ressemblait à de l'espoir de l'extérieur, mais qui était compliqué de près. Delphine était venue ici avant des années plus tôt, quand son père était encore en vie. Elle se souvenait de la balancelle sur le porche. Elle était toujours là. Thierry a ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper une deuxième fois. Il avait 64 ans, bâti comme quelqu'un qui avait passé des décennies sur les chantiers larges d'épaules, les mains comme du cuir usé. Ses cheveux étaient devenus entièrement gris depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, mais ses yeux étaient les mêmes clairs et sans hâte. « Delphine Lefebvre », a-t-il dit pas surpris, exactement plutôt comme une confirmation. « Monsieur Garnier. »« Thierry. » Il a poussé la porte plus grand. « Entre. » La maison était ordonnée et habitée. 10 outils sur l'étagère au-dessus de la cheminée, une table à dessin propre, le long d'un mur du café qui préparait dans la cuisine. Il a versé 2 tasses sans demander et les a posées sur la table. Delphine s'est assise et lui a tout raconté. Elle a été brève quand elle le pouvait et précise là où c'était important. Le compte-écran, les initiales de Vanessa, le billet de car, les découvertes de Sophie sur la vulnérabilité juridique de son mariage. Elle n'a rien adouci et elle n'a pas joué la détresse. Elle a juste exposé les faits de la même manière qu'elle aurait exposé un bilan financier, avec précision et dans l'ordre. Thierry a écouté sans l'interrompre. Il a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse et a regardé son visage tout le temps. Quand elle a fini, il est resté silencieux un moment. « Ton père aurait eu quelque chose à dire sur tout ça, a-t-il dit. »« Plusieurs choses, a convenu Delphine. » Thierry a fait un bruit qui était presque un rire. C'était un homme droit. Il ne gaspillait jamais un mot ou un pas. Il a posé sa tasse. « Tu lui ressembles plus que tu ne le penses. » Delphine a baissé les yeux sur son café. Elle a laissé cela en suspens. « J'ai entendu le nom de Roland circuler récemment, » a dit Thierry. Sa voix est restée égale. En lien avec le bloc de la rue de l'Hôtel de Ville, le contrat de restauration de la ville. Delphine a levé les yeux. C'est celui pour lequel il se positionne. Il travaille cette connexion depuis près d'1 an. Thierry a hoché la tête lentement. Il a tourné autour, oui. Quelques-uns de ses gars sont venus voir le bâtiment à l'angle. Il a fait une pause. Mon bâtiment. Delphine s'est figée.
Je suis propriétaire de la propriété d'ancrage sur ce bloc, a déclaré Thierry. Un espace commercial 4 étages vacant depuis bientôt 3 ans. Le plan de revitalisation de la ville passe juste par là. Celui qui développera ce bâtiment sera le premier sur la liste pour le contrat, car le périmètre du contrat couvre tout le bloc et cette propriété fixe les conditions pour tout ce qui l'entoure. Delphine n'a pas parlé. Elle réfléchissait déjà. J'ai renvoyé les gens de Roland, a dit simplement Thierry. Je n'aimais pas l'énergie, je ne faisais pas confiance aux chiffres qu'ils ont apportés. Il la regardait fixement. Mais j'attends avec ce bâtiment parce que je n'ai pas trouvé le bon partenaire, quelqu'un qui comprend la structure financière assez bien pour que le développement soit rentable et qui fasse quand même le travail correctement. À quel genre de structure financière pensez-vous ? A demandé Delphine. Il lui a dit qu'elle était solide, simple mais intelligente, une approche de développement par phase qui protégeait l'investissement initial et créait de la valeur progressivement, plutôt que de tout miser sur l'attribution du contrat. Delphine a posé 3 questions. Thierry a répondu aux 3 sans hésitation. Puis elle lui a présenté 2 ajustements au modèle. De petits changements dans la façon dont les appels de fonds pour la construction seraient échelonnés par rapport au calendrier de paiement de la ville. Il a écouté, il a pris un crayon et a écrit quelque chose. Il a hoché la tête une fois fermement de la manière dont les gens hochent la tête quand ils savent qu'ils viennent d'entendre quelque chose de juste. « Vous faites ça de tête ?» a-t-il demandé. « Je fais ça depuis longtemps », a-t-elle dit. Roland aussi, a dit Thierry, mais je n'ai jamais eu l'impression que c'était lui qui le faisait vraiment. Delphine n'a pas répondu à cela. Elle n'en avait pas besoin. Ils ont parlé pendant une autre heure du bâtiment, du calendrier, du contrat, de ce à quoi une nouvelle entreprise devrait ressembler sur le papier pour soumissionner de manière compétitive. Delphine connaissait les exigences en matière de licence. Thierry connaissait les entrepreneurs. À eux deux, la forme de quelque chose de réel a commencé à se dessiner sur la table. « Le nom est important », a dit Delphine. « Il ne peut pas contenir nos noms de famille. Roland connaît votre lien avec mon père. S'il voit Garnier sur une offre concurrente, il commencera à chercher plus attentivement. » Thierry a accepté. « Quelque chose qui signifie ce que nous construisons, quelque chose de solide. » Ils ont échangé quelques idées pendant quelques minutes. Rien de forcé. Delphine regardait par la fenêtre le vieux bâtiment en briques visible au bout de la rue. 4 étages de pierre sombre et solide. Quand le mot lui est venu, « bois de fer », a-t-elle dit. Thierry l'a répété doucement, à tester son poids. « Restauration bois de fer », a-t-il dit. « Oui. » Il a tendu la main à travers la table. Paume large, poignet ferme. Delphine la lui a serrée. « Nous commençons la préparation de l'offre cette semaine », a dit Thierry. « Oui », a dit Delphine, « nous le faisons. » La maison de sa tante était petite et chaleureuse avec des rideaux jaunes dans la cuisine et la table de couture dans la chambre d'amis que Delphine avait discrètement déplacée sur le côté. À sa place, elle a installé son ordinateur portable, un bloc-notes et une tasse de café qu'elle remplissait 4 fois par jour. Elle travaillait du petit matin jusqu'à tard le soir. La pièce sentait le cèdre et le vieux tissu, et d'une certaine manière, cela facilitait la concentration. Elle n'avait rien à prouver à personne dans cette maison. Cela aidait. Sophie est venue en voiture le 2e jour et est restée 3 jours. Elle a apporté son propre ordinateur portable, 2 épais dossiers de notes de cas et un enregistreur vocal qu'elle a placé entre eux sur la table comme un arbitre. Elles ont travaillé côte à côte comme à l'université, dans une compétition silencieuse, remplissant le silence de frappes au clavier, au lieu de paroles. « D'accord », a dit Sophie le premier matin, en faisant glisser un document imprimé sur la table. « La plainte à la commission des licences. Voici la structure. Nous commençons avec les documents de permis. » Delphine a étudié le document. Les faux permis étaient le point d'entrée le plus clair, concret, daté, et signé avec les initiales de Vanessa dans le champ du coordinateur. Il n'y avait aucune ambiguïté sur ce que ces initiales signifiaient. Vanessa n'avait pas été négligente. Elle avait été délibérée. Elle avait mis son nom sur des documents qu'elle savait être faux et elle l'avait fait pour protéger une piste d'argent qui les profitait à tous les deux. Delphine y a réfléchi un instant. Puis elle a pris un stylo et s'est mise au travail. La plainte nommait à la fois Roland Lefebvre et Vanessa Colline comme parties responsables. Elle joignait 6 documents de permis, 3 jeux de registres financiers discordants et une note de synthèse que Delphine a écrite elle-même, nette, précise et totalement dépourvue d'émotion. Elle avait appris il y a longtemps que les documents les plus dévastateurs étaient ceux qui ne faisaient pas de commentaires. Ils montraient simplement ce qui s'était passé et laissaient les faits parler d'eux-mêmes. Elle l'a déposé électroniquement auprès de la commission des licences des entrepreneurs de l'État un mardi après-midi, a confirmé la réception et a fermé l'onglet. Puis, elle en a ouvert un autre. La requête pour sa part de propriété de restauration Lefebvre a pris plus de temps. Ce n'était pas compliqué en principe.
Elle avait des années de registres comptables, de documentation de paie et de contrats clients qui portaient ses empreintes. Même quand ils ne portaient pas son nom, le travail était là, la preuve était là. Roland avait simplement supposé que parce que son nom n'était pas sur l'enregistrement de l'entreprise, rien de tout cela ne compterait. Il avait oublié que c'était elle qui tenait les registres. Sophie a rédigé le cadre juridique. Delphine l'a rempli de chiffres. Ensemble, elles ont construit un dossier difficile à contester. Non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il était complet. Chaque facture que Delphine avait rapprochée, chaque problème de permis qu'elle avait discrètement résolu, chaque relation client qu'elle avait maintenue pendant que Roland s'en attribuait le mérite au dîner. Elle a pensé à ce dîner, à la façon dont il avait parlé par-dessus elle, à la façon dont les clients l'avaient regardé, comme si c'était lui qui avait tout compris. Elle a écrit une autre page de documentation et a continué. C'est un jeudi soir, en recoupant les chiffres du compte-écran, avec d'anciens registres de l'entreprise qu'elle l'a trouvé. Elle l'a presque manqué. L'entrée était enfouie dans un journal de transfert datant de près de 4 ans, avant que Restauration Lefebvre n'ait de revenus réels. À l'époque où Roland lui avait dit qu'il investissait l'héritage de son défunt père dans un fonds de développement commercial. Elle lui avait fait confiance. Le deuil l'avait rendu facile à convaincre. Elle est restée très immobile. Le montant correspondait non pas approximativement, mais exactement au centime près. La somme que son père lui avait laissée était passée d'un compte personnel qu'elle partageait avec Roland directement au premier dépôt de capital du compte écran. Le compte qui n'a jamais figuré sur aucun registre officiel, le compte dans lequel Roland détournait l'argent des clients depuis des années. Il n'avait pas investi l'argent de son père. Il l'avait utilisé pour construire la fraude. Delphine a posé son stylo. Elle a regardé les rideaux jaunes au-dessus de la fenêtre pâle dans la lumière du soir. Elle a pensé à son père, à sa voix, à ses mains, à la façon dont il avait économisé toute sa vie pour qu'elle ait quelque chose quand il serait parti. Roland avait pris ça aussi. Elle n'a pas pleuré. Le sentiment qui la traversait n'était plus du deuil. C'était quelque chose de plus froid et de plus solide. Le genre de sentiment qui ne disparaît pas et n'a pas besoin de disparaître. Elle a ajouté la documentation du transfert au dossier, l'a signalé à Sophie et a écrit 3 phrases dans ses notes expliquant exactement ce que cela signifiait et comment cela se connectait au reste. Puis, elle a continué à travailler. Le vendredi après-midi, Thierry est venu chez sa tante avec un dossier sous le bras et son camion tournant au ralenti dans l'allée. Delphine est sortie avec son sac d'ordinateur et 2 enveloppes scellées contenant les documents de l'offre finale Finance Certification de licence périmètre du projet et le modèle de développement qu'elle et Thierry avaient affiné au cours de 6 sessions de travail. Le portail de soumission fermait à 17h. Ils se sont assis dans le camion dans l'allée, les lunettes de lecture de Thierry sur le nez tous deux parcourant la liste de contrôle une dernière fois. Pas de précipitation, pas plus de paroles que nécessaire. À 16h47, Delphine a téléchargé le dernier document et a cliqué sur « Soumettre ». La confirmation est arrivée en moins d'1 minute. Restauration Bois de Fer, offre de contrat municipal NDG CR 2024-114 reçu. Thierry a enlevé ses lunettes, les a pliées. Delphine a posé l'ordinateur portable sur la banquette arrière. Aucun d'eux n'a rien dit pendant un moment. Il n'y avait rien à dire. Le travail était fait. Ce qui allait suivre viendrait. L'appartement était au 14e étage, avec des fenêtres du sol au plafond, une cuisine avec des comptoirs en marbre et des suspensions qui baignaient tout d'une lumière dorée. Roland avait signé le bail 3 semaines avant de mettre Delphine dans ce car, bien qu'il n'en ait parlé à personne. Il disait aux gens qu'il s'était éloigné. Il a dit à sa mère que c'était mutuel. Le dîner de famille avait lieu chez Odette Lefebvre, une grande maison coloniale en briques dans un quartier calme où elle vivait depuis 30 ans. Elle cuisinait le dimanche par habitude, la table toujours mise correctement, les serviettes en tissu pliées en triangle. Roland est arrivé avec Vanessa à 18h30 et Vanessa a apporté des fleurs trop chères et trop voyantes pour l'occasion. Des tulipes orange vif dans un emballage en cellophane avec un nœud comme quelque chose d'une boutique de cadeaux d'aéroport. Odette les a prises et a dit « Quelle attention !» d'un ton qui ne correspondait pas tout à fait aux mots. Elle les a posées sur le comptoir près de l'évier, pas sur la table. Roland n'a pas remarqué. Il était déjà de bonne humeur se déplaçant dans la maison de sa mère avec l'assurance désinvolte d'un homme qui croyait que les choses allaient exactement bien. Il s'est servi un verre sans qu'on le lui propose, a trouvé la télécommande et a baissé le volume de la télévision de 3 crans avec l'aisance de quelqu'un qui est à l'aise pour prendre de la place. « Tu as l'air en forme, maman », a-t-il dit en s'installant dans sa chaise habituelle à table. « Je suis la même », a dit Odette en apportant les plats de service un par un. Vanessa a parlé pendant la majeure partie du dîner. Elle a décrit l'appartement, la vue, les finitions, la terrasse sur le toit à laquelle ils avaient accès le week-end.
Elle a parlé de la légèreté des choses, maintenant de la façon dont Roland pouvait enfin se concentrer sur la croissance de l'entreprise, sans distraction. Sans distraction. Odette a mangé et écouté. Elle a posé quelques questions polies du genre qui ne révèlent rien. Elle a posé des questions sur l'entreprise. Elle a demandé si le contrat de la ville que Roland avait mentionné auparavant était toujours en jeu. Roland a dit que c'était pratiquement dans la poche. Il a dit que son offre était solide, que la concurrence était faible et qu'il avait un bon pressentiment. Vanessa a souri et lui a touché la main. Odette a aussi observé cela. Après le dîner, Roland s'est resservi du pain et a commencé à parler du nouveau coordinateur de chantier qu'il avait promu à l'ancien poste de Vanessa, de la rationalisation qu'ils avaient faite. Il a utilisé le mot « rationalisation » comme s'il signifiait quelque chose d'impressionnant, comme si c'était son idée. Odette a débarrassé les assiettes dans la cuisine. Elle s'est tenue à l'évier et a regardé ses tulipes oranges de travers dans un vase trop petit pour elle. Elle connaissait Delphine depuis 7 ans. Delphine qui restait tard à cette même table pour examiner les papiers que Roland ramenait à la maison dans des dossiers qu'il ne pouvait pas expliquer. Delphine qui avait discrètement corrigé une erreur de facturation qui leur aurait coûté un client majeur et n'avait jamais demandé de crédit. Delphine qui souriait aux histoires de Roland, même quand elles n'étaient pas tout à fait exactes. Odette n'a rien dit à table. Ce n'était pas une femme à faire des scènes. Mais 2 jours plus tard, elle a rencontré une vieille connaissance à son église, une femme nommée Gloria, qui connaissait tout le monde et se souvenait de tout. Elles ont parlé brièvement sur le parking après le service du matin. Odette a mentionné la nouvelle situation de Roland, en passant avec la neutralité prudente d'une femme qui choisit ses mots. Puis elle a dit « C'est toujours Delphine qui faisait le vrai travail. J'espère que quelqu'un s'en souviendra. » Elle l'a dit une fois. Elle est montée dans sa voiture et est rentrée chez elle. Le temps que ce commentaire parvienne à Sophie, passé de Gloria à un ami commun qui travaillait dans le même immeuble que le cabinet de Sophie, il s'était écoulé 10 jours. Sophie a envoyé à Delphine les mots exacts par SMS sans commentaire. Delphine a lu le message 2 fois et a posé son téléphone face contre la table de couture. Elle savait déjà que c'était vrai. Mais l'entendre de la part d'Odette avait une signification différente. Les problèmes avec Vanessa avaient commencé la semaine suivant le déménagement. Elle connaissait les papiers. Elle les touchait, les signait, les acheminait elle-même. Ses initiales figuraient sur 6 permis qu'elle savait être faux. Et tandis que Roland agissait comme si tout était enterré et terminé, Vanessa ne dormait pas bien. Elle se réveillait la nuit en pensant au classeur. Elle pensait à qui d'autre pourrait avoir des copies. Elle a commencé à demander à Roland de faire le ménage. Il lui a dit qu'elle se prenait la tête. Elle a demandé à nouveau. Il lui a dit que tout allait bien. Un mercredi matin, elle est allée elle-même au bureau de chantier de Restauration Lefebvre et a sorti une boîte de vieux dossiers de permis. Elle ne les a pas déchiquetés sur place. Elle a importé la boîte à la benne derrière le quai de chargement et les a détruits à la main, déchirant les pages en 4. Un sous-traitant nommé Ellis chargeait des matériaux sur le quai. Il a vu les initiales sur les pages déchirées. Il avait rempli assez de papiers de permis dans sa carrière pour savoir ce qu'il regardait. Il n'a rien dit à Vanessa. Il a attendu qu'elle parte à récupérer 3 des pages déchirées du haut de la benne et a appelé la ligne de plainte de la commission des licences cet après-midi-là. L'enquêteur a signé à la plainte que Delphine avait déjà déposée, a mis à jour le dossier le lendemain matin. Preuve supplémentaire reçue, destruction de documents de permis enquête en cours d'intensification. C'est Thierry qui a attiré l'attention de Delphine sur l'autre affaire. Il l'avait entendu d'un chef de projet qui avait travaillé sous Roland 2 ans auparavant, un homme qui n'avait aucun intérêt dans l'affaire et aucune raison de mentir. Vanessa Colline avait été embauchée en premier lieu parce que Roland avait remarqué une ressemblance. Plus jeune, plus facile à gérer, plus simple à impressionner. Il avait dit au chef de projet que sa femme était devenue lourde et difficile à vivre et que Vanessa était tout ce qu'il voulait sans les complications. Il lui avait promis une participation de partenaire junior une fois que Delphine serait partie. Quelque chose pour la garder investie, quelque chose pour la faire taire. Delphine a écouté Thierry le raconter simplement comme il racontait toujours les choses. Elle n'a pas interrompu. Quand il a fini, elle est restée silencieuse un moment. Était-elle au courant pour l'argent depuis le début ? A-t-elle demandé. D'après ce qu'il a dit, elle a compris très tôt et a suivi le mouvement, a dit Thierry. Elle pensait que le partenariat en valait la peine. Delphine a hoché la tête lentement. Il y avait quelque chose de presque triste là-dedans. Itel s'est permis de le ressentir sans que cela n'adoucisse quoi que ce soit. Vanessa avait fait son propre choix. Elle avait apposé ses initiales sur ses permis en connaissance de cause pour un gain, et elle l'avait fait en se disant que c'était une opportunité. C'était quand même un choix. Delphine est retournée à son ordinateur portable. L'enquête de la commission des licences était maintenant active, confirmée par un bref email du service des demandes publiques de la commission que Sophie avait signalé ce matin-là. La décision du contrat de la ville était dans 11 jours. La requête pour les actifs était déposée
et suivait les voies appropriées. Elle a ouvert le fichier de documentation principale et a commencé son examen final vérifiant chaque pièce jointe dans l'ordre méthodique et sans hâte. Tout était en place. L'annonce est tombée un mardi. Elle a été publiée sur le portail des marchés publics de la ville à 9 h du matin. Un seul PDF 3 pages posté sans fanfare. Le contrat pour le projet de restauration du quartier des Arts Méridiens, d'une valeur d'un peu moins de 2 millions d'euros, avait été attribué à Restauration Bois de Fer SARL. La lettre de décision citait la qualité de l'offre, la conformité des licences et la responsabilité financière. L'offre de Restauration Lefebvre avait été disqualifiée de la considération finale en attendant l'issue d'une enquête active de la Commission des licences des entrepreneurs de l'État sur des documents de permis falsifiés. C'était le langage formel sec précis. Il n'avait pas besoin d'être autre chose. Roland l'a appris à 10h15 lorsque son contact pour l'offre à la ville a cessé de répondre à ses appels et qu'il a vérifié le portail lui-même. Il a lu l'annonce 2 fois, puis il s'est reculé de son bureau et est resté immobile un moment fixant le mur. Puis il a appelé Vanessa. Elle n'a pas répondu. Il a appelé directement le bureau des marchés publics de la ville et a eu un coordinateur qui lui a lu poliment le même langage de la lettre et lui a dit que les appels formels nécessitaient une soumission écrite dans les 30 jours. Il a raccroché avant qu'elle ait fini sa phrase. Il a passé l'heure suivante au téléphone à appeler des gens qu'il connaissait pour prendre la température. Un entrepreneur général avec qui il avait travaillé 2 fois lui a offert une vague sympathie et a dit qu'il avait entendu parler d'un problème de licence et espérait que ça s'arrangerait. Un fournisseur de matériaux était soudainement indisponible. Un chef de projet qu'il courtisait pour le projet Méridien n'a pas rappelé du tout. Roland s'est versé un verre d'eau, en a bu la moitié et l'a posé plus fort qu'il ne le voulait. Il s'est dit que c'était un revers. Il s'est dit que l'enquête se résoudrait. Il s'est dit qu'il avait le temps. L'appel du gestionnaire immobilier est arrivé à 14 h. Elle s'appelait Sandra et elle gérait le bail commercial de l'immeuble qui abritait le bureau principal de Restauration Lefebvre. Un espace solide, bien situé dans un bloc qu'il avait spécifiquement choisi pour son apparence sur les propositions clients. Adresse professionnelle, belle façade. Il était fier de ce bail. La voix de Sandra était mesurée. Elle a expliqué que le bâtiment avait été vendu, que la transaction avait été finalisée le vendredi précédent. Elle l'appelait pour l'informer que son bail serait honoré jusqu'à son terme actuel, mais que tous les futurs paiements de loyers et correspondances devaient être adressés au nouveau propriétaire enregistré. « Qui l'a acheté ?» a demandé Roland. Sandra le lui a dit. « Restauration Bois de Fer SARL. » Roland n'a rien dit pendant un moment. « C'est une entreprise. »« Oui, a dit Sandra. Vous recevrez des instructions de virement mises à jour pour votre prochain cycle de paiement. » Le contact principal de l'entité propriétaire est répertorié comme étant Daniel Lefebvre. La ligne était silencieuse. « Répétez ça, a-t-il dit. Sandra l'a répété. Il est resté assis avec ça pendant longtemps après avoir raccroché. Daniel Lefebvre, sa femme, la femme, à qui il avait donné 14 €, est mis dans un car il y a 8 mois parce qu'il était certain qu'elle n'avait rien. Pas de preuves, pas d'argent, pas de coup à jouer. La femme qui l'avait rejeté devant sa mère comme un poids mort. Elle possédait l'immeuble. Le bureau de son entreprise était dans un immeuble qui lui appartenait. Chaque chèque de loyer qu'il avait envoyé depuis la clôture de la vente, et il a dû s'arrêter pour compter à rebours, était allé sur un compte à son nom. Il s'est levé, s'est rassis, s'est relevé. Il est allé à la fenêtre et a regardé la rue en bas, le va-et-vient des piétons indifférents et ordinaires. Quelque chose s'est resserré dans sa poitrine qui n'était pas tout à fait de la colère ni tout à fait de la honte, et qui étaient en fait les deux choses se pressant l'une contre l'autre sans assez de place. Le soir même, les gens savaient non pas parce que quelqu'un l'avait annoncé. Ce n'est pas ainsi que ces choses se propageaient. Elles se propageaient par SMS et conversations en aparté, par un commentaire sur un chantier, par quelqu'un le mentionnant à quelqu'un d'autre au déjeuner. À 19h02, des clients actifs de Restauration Lefebvre l'avaient contacté pour demander une documentation de licence mise à jour. L'un d'eux, un promoteur immobilier avec qui Roland travaillait depuis 3 ans, a envoyé la demande par l'intermédiaire de son avocat. L'autre a appelé la ligne de bureau de Roland et a laissé un message vocal. Polyprofessionnel, le genre de politesse qui signifie que quelque chose a déjà été décidé. Roland n'a pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, Yael était dans sa voiture à 8 h. Il n'a pas appelé à l'avance. Il s'est dit que c'était parce qu'il n'avait pas de numéro pour la ligne de bureau de Bois de Fer, ce qui était presque vrai. La vérité plus complète était qu'il ne voulait pas lui donner la chance de se préparer. Il voulait entrer, la regarder dans les yeux et comprendre comment cela s'était produit. Et une partie de lui croyait encore que s'il pouvait juste se retrouver devant elle, il pourrait gérer la situation d'une manière ou d'une autre comme il gérait toujours les choses. Il s'est garé devant le bureau de Restauration Bois de Fer à 8h47 de travers contre le trottoir. Le bâtiment était son ancien bâtiment.
Il avait franchi cette porte d'entrée des dizaines de fois. Il est sorti de la voiture, a redressé sa veste et est entré pour trouver sa femme. Le bureau d'accueil de restauration Bois de Fer était calme lorsque Roland a poussé la porte. Il sentait la peinture fraîche et le café. Les sols étaient propres. Une jeune femme à la réception a levé les yeux et lui a demandé si elle pouvait l'aider. « Je suis ici pour voir Daniel Lefebvre », a dit Roland. Sa voix est sortie plus stable qu'il ne le sentait. « Votre nom ?»« Roland Lefebvre. » La femme a pris son téléphone, a dit quelque chose doucement dedans, puis l'a reposé et a fait un signe de tête vers un couloir. Deuxième porte à gauche. Il a marché dans le couloir comme s'il possédait l'endroit. Il avait possédé l'endroit. Techniquement, il y a moins de 2 semaines, tout était à lui. Cette pensée a fait flamber quelque chose derrière ses yeux. Il a poussé la deuxième porte. Delphine était assise derrière un large bureau, une pile de dossiers bien rangés devant elle. Elle portait un blazer sombre, les cheveux tirés en arrière, lisant quelque chose dont elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Sophie Anand était assise sur une chaise, le long du mur à droite, les jambes croisées, un bloc-notes ouvert sur ses genoux, un stylo à la main. Aucune des deux n'a semblé surprise de le voir. Roland est entré et a laissé la porte se fermer derrière lui. « Je veux savoir ce que tu crois faire. » Delphine a levé les yeux alors. Son visage était calme. Pas froid, pas suffisant, juste calme. La façon dont quelqu'un regarde quand il a déjà décidé ce qu'il va dire et comment il va le dire. « Assieds-toi, Roland, a-t-elle dit. Je ne veux pas m'asseoir. »« C'est bien. » Elle a croisé les mains sur le bureau. « Alors je resterai debout aussi. » Elle s'est levée, a lissé sa veste et a ouvert le dossier du dessus. Le compte écran, Meridian Capital Holdings SARL, a été référé à l'unité de lutte contre la fraude fédérale il y a 6 semaines. Transfert d'acompte de clients entre états documentés sur une période de 31 mois. J'ai soumis 3 ans de registre de transactions. Elle a tourné une page. Le compte montre 142 000 € de fonds de clients détournés. La mâchoire de Roland s'est crispée. Tu n'avais aucun droit. La requête pour ma part de propriété des actifs originaux de Restauration Lefebvre a été déposée la même semaine, a-t-elle continué comme s'il n'avait pas parlé. Mon nom est sur 8 ans de décision de paye de négociation de contrats de dépôt de permis et d'état financier. Les tribunaux ont tendance à le remarquer. Tu essayes de prendre mon entreprise. J'en ai construit la moitié, a simplement dit Delphine. Je réclame ce qui m'appartient. Elle a fermé le premier dossier et a ouvert le second. L'héritage de mon père. Les 43 000 € que je t'ai confiés pour investir en 2019. Elle a posé une seule feuille sur le bureau et l'a tournée vers lui. Cet argent est documenté comme capital de démarrage pour le compte écran. Il fait maintenant partie de la demande de recouvrement de la fraude. Le remboursement est légalement appliqué. Roland a fixé le papier. Il ne l'a pas touché. La pièce était très silencieuse. La porte extérieure s'est ouverte, puis des pas ont résonné dans le couloir et Odette Lefebvre est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle était habillée avec soin comme toujours, mais son visage portait quelque chose de lourd. Elle a d'abord regardé Roland puis Delphine, et enfin, elle est entrée dans la pièce sans y être invitée. « Maman, a dit Roland, ça ne te regarde pas. »« Ne. » Sa voix était brève. « Je sais de quoi il s'agit dans l'enquête. Sandra Miles a appelé sa cousine qui va à mon église, et j'y ai réfléchi pendant 2 jours avant de venir ici. » Elle a regardé Delphine. « Je te dois des excuses pour beaucoup de choses que j'ai choisi de ne pas voir. » Delphine a hoché la tête une fois. « Je sais. » Odette s'est retournée vers son fils. « Je t'avais dit que c'était elle qui maintenait cette entreprise à flot. Tu ne voulais pas l'entendre. » Elle a posé son sac à main sur la chaise à côté de Sophie. « Je t'ai donné 30 000 € le printemps dernier quand tu as dit que la trésorerie était serrée. Je les veux en retour, Roland. Peu importe comment cela se produira. » Roland a regardé sa mère comme si elle l'avait frappé. « Tu ne peux pas être sérieuse. »« Je suis très sérieuse, » a-t-elle dit en s'asseyant. Vanessa est arrivée 11 minutes plus tard. Elle a frappé une fois puis a poussé la porte avant que quiconque ne réponde. Elle s'est arrêtée en voyant la pièce. Roland, Odette, Sophie et Delphine tous dans le même espace. Ses yeux ont balayé chaque visage rapidement de la manière dont une personne regarde lorsqu'elle essaie de lire une situation avant d'y être. Elle a regardé Delphine. « J'ai entendu parler du contrat et de l'immeuble. » Elle a gardé une voix égale. « Je comprends que tu t'en prennes à Roland et honnêtement vu tout ce qui s'est passé. Ton nom est sur le signalement pour fraude, a dit Delphine. Vanessa s'est figée. Les faux permis portent en tes initiales sur 3 dépôts distincts. La plainte de la commission des licences te nomme comme correspondante. L'unité antifraude a la même documentation. C'était. Vanessa s'est arrêtée, a recommencé. Roland m'a demandé de le faire. Vraiment. La voix de Delphine n'a pas monté. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans la pièce a regardé Roland. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit
Je ne t'ai jamais dit de falsifier quoi que ce soit. Tu as pris ces décisions toi-même. Vanessa s'est tournée pour le regarder pleinement. Tu t'es assis en face de moi et tu m'as dit exactement ce que ces permis devaient contenir. Je ne me souviens pas de ça, a dit Roland. Le silence qui a suivi cette phrase était absolu. Le chantier de la rue Mercer sentait la sueur de bois et le béton frais. C'était une bonne odeur. Delphine avait appris à l'aimer au cours des 8 années passées, à gérer l'entreprise de Roland depuis l'arrière-plan, et elle l'aimait encore plus maintenant qu'elle lui appartenait. Elle est sortie de son camion à 8h15 un mardi matin, presse-papiers à la main, casque déjà sur la tête, et s'est tenue un moment à regarder le bâtiment. C'était une propriété à usage mixte de 4 étages qu'il restaurait pour le programme de revitalisation du quartier des Arts de la ville, le même programme que Roland était certain d'obtenir. La façade en briques avait été nettoyée. De nouvelles fenêtres étaient en cours d'installation au 3e étage. Une équipe de 6 personnes était déjà sur l'échafaudage, se déplaçant avec le rythme facile de gens qui connaissaient leur travail. Thierry l'a rencontré près de l'entrée du site, 2 cafés à la main. Le contremaître dit que nous avons 2 jours d'avance sur le calendrier, a-t-il dit en lui en tendant un. C'est parce que nous l'avons bien planifié dès le début, a dit Delphine. Thierry a souri. Il n'a pas dit grand-chose de plus. Il n'en avait jamais besoin. Ces mardis matins avaient une forme maintenant. Visite du site d'abord, puis retour au bureau à 10h00 pour la revue financière hebdomadaire qu'elle menait avec 2 jeunes employés. Toutes 2 des femmes, toutes 2 nouvelles dans l'industrie, toutes 2 plus vives que quiconque ne leur avait encore dit. Cette partie comptait le plus pour elle. Elle se souvenait d'avoir été la seule femme dans des pièces pleines d'entrepreneurs qui parlaient par-dessus elle, et elle se souvenait d'avoir fait son meilleur travail à 23h à une table de cuisine, pendant que son mari s'en attribuait le mérite au dîner. Elle n'allait pas laisser cela être l'histoire de quelqu'un d'autre si elle pouvait l'aider. L'une de ses mentorées, une jeune femme de 24 ans nommée Camille, lui avait demandé quelques semaines auparavant comment elle avait appris à rester calme quand les gens ne la prenaient pas au sérieux. Delphine y avait réfléchi un moment. « Tu continues simplement à faire le travail », avait-elle dit. « Le travail est l'argument. Tout le reste n'est que du bruit. » Camille l'avait noté. Delphine avait fait semblant de ne pas remarquer. Elle marchait le long du côté est du bâtiment, vérifiant la zone de stockage des sous-traitants avec son presse-papier quand elle l'a vu. Roland transportait une charge de caisses de fournitures d'un camion de livraison et les empilait près du point de réception des matériaux. Il portait une simple chemise de travail grise, sans logo d'entreprise, sans titre. Ses cheveux avaient plus de gris qu'elle ne s'en souvenait. Ses épaules étaient plus basses qu'avant, comme si quelque chose pesait sur elle. Il ne l'avait pas encore vue. Elle l'a observé pendant quelques secondes, sans colère, sans satisfaction non plus, juste une observation de la même manière silencieuse qu'elle avait toujours traité les choses. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air d'un homme qui avait mené une longue escroquerie pendant des années et qui avait découvert que la mener lui avait coûté tout ce pourquoi il la menait. Elle avait entendu dire indirectement et sans le chercher que Vanessa était serveuse dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Sophie l'avait mentionné en passant lors d'un appel téléphonique sur toute autre chose. Et Delphine avait dit « d'accord » et était passée au point suivant. Il n'y avait aucun frisson là-dedans. Il n'y avait pas de douleur non plus. Il y avait seulement le sentiment net et silencieux d'une porte qui était fermée depuis longtemps et qui n'allait jamais se rouvrir. Roland s'est retourné et l'a vue. Tout son corps l'a enregistré. Son pas a ralenti. Ses yeux se sont posés sur son visage, puis se sont détournés, puis sont revenus, comme s'il ne pouvait pas tout à fait décider quoi faire de sa vue. Elle avait l'air bien. Elle savait qu'elle avait l'air bien. Pas parce qu'elle essayait, elle avait cessé d'essayer de ressembler à quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre il y a longtemps, mais parce qu'elle dormait toute la nuit, mangeait de la vraie nourriture et passait ses journées à faire un travail qui était entièrement et indéniablement le sien. Roland la regardait de la manière dont une personne regarde quelque chose qu'elle a sous-estimé jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que cela ait de l'importance. Il n'a pas parlé elle non plus. Elle a soutenu son regard exactement le temps qu'il fallait pour traverser la distance entre eux sur le passage, puis elle lui a fait un seul signe de tête, posé direct, dépourvu de tout, sauf de reconnaissance, et est passée devant lui, sans rompre son pas. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle a continué à marcher vers le mur et presse-papier, à la main, le bruit du chantier l'entourant, les sciés et les voix et le martèlement régulier du travail bien fait. 14 €, un billet de car aller simple pour un endroit où il pensait qu'elle resterait. Il lui avait tendu les deux comme si c'était la fin de quelque chose. Il s'était tenu sur le trottoir dans l'obscurité du petit matin devant les voisins, devant la maison qu'elle avait aidé à payer, et il avait été si certain qu'elle était finie. Elle y pensait parfois, pas souvent, juste de temps en temps, de la même manière que l'on pense à la façon dont on a survécu. Il ne lui avait rien pris.
Il lui avait seulement montré de la manière la plus claire possible exactement ce qu'elle était capable de porter et exactement jusqu'où elle pouvait marcher seule. Elle a tourné au coin de la façade du bâtiment. L'équipe a levé les yeux. « Bonjour », a dit Delphine, et elle s'est mise au travail.